Le vent sec frappe encore, soulevant brusquement la poussière brûlante. Sous cette lumière implacable, un pays meurtri avance, malgré les routes brisées, révélant un contraste saisissant entre survie fragile et promesses naissantes dans les zones libérées. Quel sens donner à cette persistance lorsque la silhouette d'Ibrahim Traoré devient pour beaucoup la dernière certitude au milieu du chaos mouvant? L'horizon attend encore. Au milieu des villages abandonnés et des routes dévastées, une certitude s'impose. Le pays ne peut plus survivre en oscillant entre espoir fragile et menaces persistantes. La promesse centrale est claire et brève. Reconstruire pour tenir debout. Cette promesse, bien plus exigeante qu'un simple slogan, implique un effort simultané sur la sécurité, la cohésion et la reconstruction matérielle. Sous la chaleur écrasante, les soldats et les civils avancent côte à côte, conscients que chaque décision incorrecte pourrait coûter des vies ou laisser un territoire entier retomber dans l'ombre. Une microtension s'installe dans cette équation. Comment restaurer un État meurtri alors que la guerre continue de redéfinir ses frontières visibles et invisibles? Le défi dépasse la reconquête militaire. Il touche à la légitimité même de l'État, désormais mesurée par sa capacité à protéger, réparer et maintenir une présence concrète auprès de ceux qui ont perdu leurs repères. Chaque avancée, chaque puits restauré, chaque école rouverte porte un enjeu décisif. Soit la nation consolide ses fondations, soit elle cède à l'usure accumulée de ses années de crise. La première révélation apparaît dans le contraste brutal entre recul et reprise. Plus de 60 attaques ont frappé l'est du Burkina Faso en quelques mois. Mais une partie des routes stratégiques a pourtant été rétablie, signe d'un déplacement discret mais réel du rapport de force. Cette dynamique, longtemps jugée improbable, expose un pays oscillant entre implosion annoncée et reconstruction méthodique. La scène qui se dessine autour des camps avancés montre la véritable mesure de cette transition. Les soldats épuisés, les VDP dispersés et les civils revenus dans les villages libérés composent une mosaïque où chaque geste compte. Ibrahim Traoré, en se tenant parmi eux, inscrit sa présence dans une continuité plus large que celle du commandement militaire. Il devient un vecteur de cohésion dans un territoire encore fissuré par les années d'attaque, de déplacement et d'isolement forcé. Le contexte reste pourtant d'une complexité extrême. Les marchés vidés, les routes abandonnées et les villages désertés témoignent d'un paysage fracturé où la peur s'est incrustée. La pression exercée par les groupes armés a déplacé plus de 2 millions de personnes, modifiant en profondeur la structure sociale du pays. Ce déplacement de population, loin d'être un simple chiffre, a remodelé des régions entières. L'accès à l'eau, l'école ou la terre est devenu incertain, redéfinissant les priorités de l'État et des communautés. Parallèlement, une autre réalité s'installe, celle de la résilience quotidienne. Les puits restaurés, les écoles rouvertes et les routes progressivement sécurisées constituent autant de marqueurs de stabilité naissante. Leur accumulation lente mais soutenue dessine une trajectoire où la reconstruction n'est plus un horizon lointain, mais un processus tangible. Derrière les chiffres et les rapports, une dynamique sociale se réactive. Familles revenues, champs remis en culture, réseaux locaux reconstitués. Cette recomposition silencieuse agit comme un socle sur lequel l'État tente de réaffirmer sa présence, non pas par des discours, mais par des preuves visibles et mesurables. Au cœur des zones reprises, les premiers signes tangibles de transformation apparaissent à travers des scènes discrètes mais décisives. Le rôle des figures présentes sur le terrain dépasse largement celui des simples responsables. Leur présence physique, souvent silencieuse, sert d'aiguillon moral pour des communautés qui réapprennent à vivre après des mois d'abandon forcé. Le Premier ministre Remlan Emmanuel Vrogo, marchant parmi les troupes poussiéreuses du camp de Tenko, incarne cette fonction de repère. Ni discours, ni solennité, mais une continuité d'engagement qui rassure les soldats comme les civils. Dans ce camp avancé, les soldats luttent en cohorte,
La lutte encore pour tenir une ligne mouvante. Les villages voisins n'ont pas retrouvé leur population, mais les premiers regroupements réapparaissent. Une école brûlée, désormais en cours de réparation, sert de point d'ancrage. Les soldats expliquent aux habitants revenus que la route principale, autrefois impraticable, est désormais sécurisée par des patrouilles mixtes régulières, laissant entrevoir la possibilité d'un retour durable. Des agriculteurs reviennent inspecter des champs laissés en friche pendant des mois. Avec l'aide des VDP, ils dégagent les puces restaurées et reprennent les premières plantations. Une salle de classe improvisée sous une bâche sert d'école provisoire. Les habitants disent que la présence quasi quotidienne de l'État, même minimale, suffit à réactiver un sentiment de continuité longtemps perdu. Cette reconstruction précoce porte une question simple. La stabilité peut-elle durer? Les premières semaines de l'année 2025 plongent l'Est du Burkina Faso dans une tension extrême. Plus de 60 attaques frappent des localités déjà affaiblies par des années d'instabilité, provoquant un enchaînement d'évacuations forcées, de routes coupées et de villages vidés. Une impression de bascule s'impose. La zone pourrait sombrer définitivement si l'État ne répond pas rapidement. Les forces régulières, débordées par la simultanéité des offensives, doivent réorganiser leur position en urgence. Les VDP, souvent dispersés, tentent de contenir les premières percées dans des conditions précaires. L'objectif immédiat n'est plus seulement de tenir les lignes. Il s'agit d'empêcher que l'effondrement local ne devienne un effondrement régional, voire national. Sous ce climat, Ibrahim Traoré accélère la prise de décisions militaires et administratives pour empêcher la rupture des axes de survie. La riposte se construit autour d'une stratégie à la fois simple et risquée. Reprendre les routes stratégiques avant que les groupes armés ne consolident leur position. Les unités régulières avancent par segments courts, sécurisant mètre après mètre, dans une progression lente mais déterminée. Les VDP, intégrés aux patrouilles, forment un filet de surveillance constant. Les drones, fabriqués localement, survolent les zones sensibles, détectant les mouvements ennemis et révélant plus d'une centaine de camps hostiles en moins de 6 mois. Cette combinaison d'actions expose les forces. Un risque élevé, mais elle produit un effet cumulatif inattendu. Environ 70% des routes stratégiques basculent sous contrôle étatique, brisant le cycle d'isolement qui pesait sur les villages. La chute progressive du nombre d'attaques, une baisse d'environ 35% selon les rapports onusiens, signale un infléchissement du rapport de force. Cette dynamique crée sous une fenêtre fragile, mais réelle, permettant aux premières équipes civiles de revenir dans les zones reprises. Au fil des semaines, les retombées de cette reconquête commencent à modifier la vie quotidienne. Les puits restaurés fournissent de nouveau de l'eau à des milliers de familles. Les écoles réouvertes, parfois sous forme de classes improvisées, accueillent les premiers groupes d'enfants revenus. Les marchés reprennent lentement, avec quelques étals installés à proximité des axes sécurisés. Les civils retrouvés décrivent la même idée. Ce n'est pas encore la paix, mais c'est un mouvement vers la vie. Les VDP deviennent des relais essentiels dans cette transition, défendant le territoire le jour, réparant les infrastructures le soir. Les militaires, eux, maintiennent la pression sur les zones frontalières pour empêcher toute résurgence immédiate. Ibrahim Traoré réaffirme que la stabilisation dépend autant de la cohésion des habitants que des succès militaires. Au départ, la situation semblait s'enliser. Les routes ont été coupées, les villages isolés et les attaques se multipliaient sans offrir de répit. Quelques mois plus tard, un glissement mesurable apparaît, porté par une combinaison d'opérations militaires, de mobilisation communautaire et de réorganisation du territoire. Ce delta ne signe pas une victoire définitive, mais il transforme les marges d'action d'un État qui retrouve progressivement une capacité d'intervention là où elle semblait perdue. Selon les rapports militaires, environ 70% des routes stratégiques ont été rétablies après plusieurs mois d'opération. Ces axes recréent un flux vital permettant mouvement, ravitaillement et surveillance coordonnée.
Ce pourcentage modifie profondément la géographie de la crise. Ce ne sont plus seulement des tronçons sécurisés, mais des couloirs fonctionnels reliant zones militaires, villages en reprise et points de distribution essentiels. Leur restauration agit comme une charnière stratégique. Elle permet aux équipes civiles d'intervenir plus vite, aux VDP de circuler et aux habitants de revenir dans leur localité sans dépendre de routes secondaires dangereuses. Un rapport de l'ONU indique une baisse d'environ 35% des attaques au dernier trimestre. Cette baisse reflète un effet cumulé entre reconquête territoriale et pression opérationnelle constante. Cette diminution ne supprime pas la menace, mais elle brise son rythme. Là où les offensives étaient prévisibles et répétées, elles deviennent fragmentées et moins coordonnées. Les groupes armés perdent simultanément mobilité, surprise et capacité logistique. Pour les villages, cette rupture de cadence ouvre un espace psychologique essentiel. La peur cesse d'être permanente, les retours deviennent envisageables, et les activités agricoles reprennent par intermittence. Plus de 300 puits ont été restaurés dans les zones rurales, selon les données disponibles. Chaque puits consolidé garantit une routine minimale indispensable au retour des familles dispersées. 40 écoles ont également rouvert dans les secteurs les plus touchés, devenant les premiers marqueurs visibles d'un rétablissement social. Ces écoles fonctionnent parfois sous des abris provisoires, mais leur réouverture structure la journée, le déplacement et les habitudes des familles. Elles reconstituent un rythme collectif qui avait disparu. Cette combinaison puits-école crée un socle élémentaire de stabilité. Eau, éducation, retour progressif, ancrage local. L'effet conjugué des trois indicateurs dessine une dynamique rare dans un contexte encore instable. Les routes restaurées réduisent l'isolement, la baisse des attaques stabilise le quotidien, et la remise en service des infrastructures de base renforce l'idée que l'État revient non pas en déclaration, mais en acte visible. Les habitants témoignent d'un même fil conducteur. La reconstruction ne réside pas dans un seul chiffre, mais dans l'accumulation régulière de ces avancées concrètes. Les divergences autour de la stratégie nationale prennent une ampleur nouvelle au fur et à mesure que le pays reconquiert du terrain. Certains analystes insistent sur la nécessité d'une militarisation accrue de la société afin de consolider les zones reprises et d'anticiper une éventuelle résurgence des groupes armés. Selon eux, l'extension du rôle des VDP constitue une forme d'assurance locale. Ces volontaires, ancrés dans leur communauté, offrent une réactivité impossible pour une armée régulière soumise à des déplacements lents et à une logistique lourde. Leur mobilisation massive serait alors perçue comme le prolongement naturel de la résistance nationale. Cette approche défend l'idée qu'un pays en guerre prolongée doit accepter un niveau d'organisation plus martial pour survivre. En face, une autre lecture s'impose. Plusieurs voix craignent sans que cette militarisation diffuse ne fragilise à long terme les institutions civiles, déjà érodées par des années d'instabilité. Selon cette perspective, l'intégration large de civils dans des missions de sécurité pourrait créer une dépendance structurelle à la violence ou une confusion durable entre défense et gouvernance. Certains analystes redoutent également que l'usage accru de technologies militaires, notamment les drones, force le pays dans une forme de conflit asymétrique perpétuel, éloignant les priorités urgentes telles que l'éducation, la santé ou la réconciliation communautaire. Dans cette vision, la reconstruction doit reposer d'abord sur les bases civiles, sous peine de renforcer involontairement des tensions internes. La réponse issue des faits disponibles nuance ces positions. Les données montrent que la baisse des attaques, la réouverture de 40 écoles et la restauration de plus de 300 puits se sont produites précisément dans les zones où VDP, armées régulières et équipes civiles ont opéré ensemble. Ces résultats ne valident ni un modèle purement militaire, ni un modèle strictement civil. Ils suggèrent plutôt qu'une articulation contrôlée des deux dimensions a permis de créer un début de stabilité. Le paysage actuel montre une réalité hybride, où la sécurité conditionne la reconstruction,
et où la reconstruction renforce la sécurité. Un seuil vient d'être franchi. La dynamique observée sur le terrain révèle un basculement silencieux, mais décisif. Ce ne sont plus seulement les forces armées qui redéfinissent l'équilibre, mais les villages eux-mêmes, redevenus acteurs après des mois d'abandon forcé. Dans certaines localités libérées, les premiers retours structurés montrent que l'État ne se manifeste plus uniquement à travers les unités militaires, mais par des services concrets, puis réhabilités, classes rouvertes, axes sécurisés. Ce déplacement de centre de gravité constitue une inflexion stratégique, car il transforme les zones reprises en espaces où la reconstruction avance plus vite que la menace ne se recompose. Au cœur de cette transition, Ibrahim Traoré incarne un rôle de liant. Sa présence régulière dans les zones sensibles n'agit pas comme une mise en scène, mais comme une preuve que l'État accepte désormais de partager les risques avec les habitants. Ce geste, discret mais répété, réorganise la perception locale de la sécurité. La guerre n'est plus perçue comme un phénomène extérieur, mais comme une responsabilité partagée. Ce midpoint révèle une idée centrale. Le terrain reprend l'initiative. Le retour progressif de certaines familles dans les zones libérées modifie profondément la perception du quotidien. Les puits restaurés redonnent accès à une ressource vitale, permettant de rétablir une routine minimale dans des villages où la survie dépendait autrefois de trajets longs et dangereux. Les 40 écoles rouvertes structurent à nouveau les journées et offrent un repère essentiel aux enfants qui n'avaient plus connu de cadre éducatif stable. Malgré l'insécurité persistante, cette réactivation de la vie locale crée un sentiment d'ancrage qui encourage d'autres retours sporadiques. Les marchés, longtemps désertés, commencent à se réorganiser autour des axes sécurisés. Les agriculteurs, revenus dans les champs, remettent en culture des parcelles laissées en friche, permettant une relance partielle de l'activité vivrière. La réouverture des routes, dont plus de 70% ont été rétablis, facilite la circulation des marchandises et réduit le coût logistique des produits essentiels. Ces améliorations ne compensent pas les pertes, estimées à plus de 500 millions de dollars, mais elles amorcent un cycle économique où l'offre et la demande reprennent lentement forme. Au sein de l'appareil étatique, la progression sécuritaire modifie l'équilibre institutionnel. La présence régulière d'Ibrahim Traoré dans les zones sensibles agit comme un signal politique fort. L'État se montre non pas comme une entité distante, mais comme un acteur partageant les risques avec la population. Les ministères impliqués dans la reconstruction, eau, éducation, infrastructure, voient que leur marge de manœuvre s'accroître à mesure que le territoire redevient praticable. Cette réactivation des services publics renforce la légitimité d'un État longtemps contesté dans les zones périphériques. Dans l'espace régional, la stabilisation partielle du Burkina Faso modifie la dynamique sécuritaire du Sahel. La baisse de 35% des attaques entraîne un ralentissement des flux d'insécurité vers les pays voisins, particulièrement dans les couloirs où circulaient armes et groupes armés. Les initiatives de drones locaux, devenus outils de souveraineté, réduisent la dépendance à la surveillance étrangère et inspirent des discussions dans plusieurs capitales du Sahel. Cette évolution confère au pays un rôle plus affirmé dans l'équilibre régional, renforçant l'idée que la consolidation interne peut reconfigurer des pans entiers de la sécurité transfrontalière. Dans ce scénario, la trajectoire actuelle se maintient malgré une pression sécuritaire intermittente. Les forces régulières et les VDP continuent de sécuriser des portions significatives du territoire, tandis que les équipes civiles renforcent les infrastructures essentielles. Les axes principaux, déjà rétablis à près de 70%, deviennent des couloirs de circulation plus fiables, favorisant un retour progressif des habitants. Les attaques persistent dans certaines zones, mais leur capacité de désorganisation diminue. Cette évolution crée un environnement où la reconstruction avance par paliers, sans rupture majeure. Dans une dynamique plus favorable, la baisse de 35% des attaques se poursuit et se stabilise.
Les retours de population augmentent, tandis que les puits restaurés et les écoles rouvertes renforcent la cohésion sociale. L'usage accru des drones locaux améliore la surveillance, réduisant les incursions dans les zones rurales sensibles. Les partenariats régionaux se resserrent autour d'un partage d'informations et de stratégies de contrôle des frontières. Une consolidation rapide pourrait alors permettre au pays de réduire les déplacements internes et de réorienter davantage de ressources vers le développement. Une dégradation soudaine pourrait survenir si les groupes armés parviennent à se réorganiser et à fragmenter les lignes récemment consolidées. La reprise d'axes clés remettrait en cause la continuité territoriale et entraverait les interventions civiles. Les attaques deviendraient plus fréquentes dans les zones frontalières, générant de nouveaux déplacements internes. Les tensions régionales pourraient alors s'intensifier, accentuées par des pressions économiques et politiques. Dans ce cas, la reconstruction serait suspendue et le pays entrerait dans une nouvelle phase d'incertitude prolongée. Prévoir chaque scénario exige d'ancrer la stabilité dans des actions mesurables et continues. Pour ceux qui vivent dans les zones où la guerre a redéfini chaque geste du quotidien, les évolutions récentes résonnent comme un espace respirable. Les puits restaurés, les routes rouvertes et les écoles réactivées ne sont pas des symboles abstraits. Ils forment une structure minimale permettant de reconstruire des habitudes, de planifier une journée et de retrouver un rythme. Le retour progressif des familles, même fragmentées, transforme la manière d'affronter l'incertitude. La reconstruction locale devient non seulement un objectif, mais un levier psychologique essentiel après des années de rupture. À ceux qui suivent l'évolution institutionnelle du Burkina Faso, les signes observés renvoient à des questions plus larges: légitimité, souveraineté, cohérence de l'appareil d'État. La présence régulière des autorités sur le terrain, dont Ibrahim Traoré, renforce l'idée d'un État qui n'agit plus uniquement depuis la capitale, mais qui partage les risques avec la population. La baisse partielle des attaques et la consolidation des services publics dessinent une trajectoire où gouvernance et sécurité ne sont plus dissociées. Ce mouvement révèle les contours d'un modèle hybride façonné par la contrainte et la résilience. Pour les observateurs extérieurs et la diaspora, la transformation à l'œuvre redéfinit la perception d'un pays souvent réduit aux crises régionales. Les chiffres liés à la baisse des attaques et à la restauration des services essentiels témoignent d'un effort interne qui dépasse les lectures simplistes. La reprise progressive de la vie locale montre un État tentant de reconstruire avec ses propres ressources, malgré un environnement volatile. Cette recomposition silencieuse appelle une compréhension plus nuancée de la réalité sur le terrain. La consolidation à moyen terme nécessite une séquence d'actions coordonnées, structurées autour d'objectifs mesurables, plutôt que de déclarations générales. Cette approche, portée publiquement par Ibrahim Traoré dans ses déplacements réguliers, repose sur une articulation entre sécurité, services essentiels et cohésion communautaire. Pour qu'elle produise des effets durables, 4 étapes apparaissent indispensables. Étape 1. Stabiliser les axes vitaux, armée plus VDP. Les forces régulières et les VDP doivent maintenir une surveillance constante des routes principales déjà rétablies. L'objectif est d'empêcher tout retour des groupes armés sur ces corridors. La mesure du progrès repose sur la continuité des patrouilles et la baisse des incidents enregistrés sur les axes prioritaires. Étape 2. Accélérer la remise en service des infrastructures de base. Ministères sectoriels. Le ministère de l'eau et celui de l'éducation doivent poursuivre la restauration des puits et la réouverture des écoles dans les zones reprises. Les indicateurs clés incluent le nombre de points d'eau fonctionnels et la régularité des classes dans les établissements rouverts. Ces infrastructures structurent la vie quotidienne et facilitent le retour des habitants. Étape 3. Renforcer la cohésion communautaire, collectivités locales. Les collectivités doivent organiser des rencontres locales pour réduire les tensions créées par les déplacements massifs.
La réussite se mesure par la participation des habitants et la réactivation des activités agricoles et commerciales. Étape 4. Assurer une coordination civilo-militaire. Continue. Présidence, place gouvernorat. La présidence, avec les gouvernorats, doit veiller à harmoniser opérations sécuritaires et interventions civiles. Cette synchronisation garantit que chaque zone stabilisée progresse vers une reconstruction durable. Ces étapes posent une question cruciale. La coordination tiendra-t-elle dans la durée, dans les villages où les premiers signes de reconstruction ont émergé? Les images reviennent avec force. Le puits restauré de Nadiolo, où des familles se rassemblaient timidement, devient aujourd'hui un point d'ancrage pour ceux qui avaient fui des mois durant. À Tenko, les silhouettes des soldats et des VDP, autrefois figés dans l'incertitude, s'inscrivent désormais dans un paysage où les échos des moteurs ne signifient plus seulement le danger, mais aussi la présence de l'État. Cette continuité visible rappelle les micro-cases du début. Un camp où l'on repartait de presque rien, une école brûlée en cours de réparation, un champ rouvert après des saisons suspendues. Dans ce fil recomposé, Ibrahim Traoré occupe une place singulière. Sa présence régulière dans les zones libérées n'agit pas comme une parenthèse, mais comme une extension naturelle du mouvement enclenché par les habitants eux-mêmes. Les traces de son passage, une réunion sous un arbre, une marche parmi les troupes, une visite dans une école provisoire, s'accrochent aux récits locaux comme marqueurs d'un engagement partagé. Ce retour progressif à la vie pose une vérité simple mais structurante. La stabilité se construit ensemble. Les transformations observées sur le terrain dépassent désormais les lignes de front et s'ancrent dans les gestes ordinaires. Une école qui rouvre, un champ remis en culture, un puits restauré. Autant de signes discrets mais puissants d'un pays qui tente de reprendre possession de lui-même. Dans les villages libérés, ces actes deviennent des marqueurs d'appartenance, rappelant que la reconstruction n'est pas seulement l'affaire d'une armée ou d'un gouvernement, mais celle d'une communauté entière. À travers ces dynamiques, un espace collectif se redessine. Les habitants, les volontaires, les enseignants, les soldats et les familles déplacées forment peu à peu un tissu social recousu, encore fragile, mais porteur d'une énergie nouvelle. Cette recomposition appelle une forme d'attention partagée. Regarder, comprendre et transmettre ce qui se reconstruit silencieusement. Dans cette trajectoire, chaque geste, même modeste, contribue à consolider la dignité retrouvée d'un pays longtemps fracturé. Quelle place chacun accepte-t-il de prendre dans cette reconstruction encore en mouvement ?